C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, à cette population parfois marginalisée, le chef de l'État promet dorénavant justice. La séance de Patrice Talon avec la communauté Peul a été fructueuse. Retour sur les images dans ce journal. Loi des finances 2025, que contient-elle en réalité? Le ministère de tutelle monte au créneau, clarifie et lève toute équivoque sur les dispositions controversées. Et puis, dès janvier 2025, la collecte des déchets par la SGDS sera objet de paiement. Pour la mise en œuvre réussie de la mesure, les responsables sollicitent l'appui des élus locaux. À suivre la rencontre de Porto Novo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État a tenu une rencontre avec la communauté Peul au Bénin. Lors des discussions, Patrice Talon est revenu sur des questions de développement, de survie et de sécurité. On le suit au micro de Jean Lombimé, Mohamed Bio, Francis Faton et Ariane Da Silva. Nous avons deux séries de problèmes. Il y a d'abord le problème de survie et de justice, qui pour moi sont prioritaires. Et deuxièmement, le problème de développement. Le problème de développement concerne tout le monde. Est-ce que, quand je suis éleveur, j'ai les moyens de faire mon activité économique? Avoir le pâturage, avoir de l'eau, avoir les vétérinaires à disposition, avoir les médicaments pour soigner mon cheptel. Si je suis menuisier, est-ce que j'ai la formation qu'il faut? Est-ce que j'ai le bois? Est-ce que j'ai les équipements qu'il faut? Si je suis agriculteur, est-ce que j'ai les engrais? Ces problèmes-là concernent nous tous au Bénin, avoir ce qui doit nous permettre de nous développer, d'avoir un bien-être matériel. Mais il y a cette question fondamentale, préalable, qui est la notion de survie. On ne peut pas se développer si on ne vit pas, si on n'existe pas. La question de survie, pour moi, est une question fondamentale. Nous sommes confrontés globalement dans le monde à un problème d'insécurité, de violence, de terrorisme, qui est un problème universel. Il y a de la violence partout dans le monde. Il y a l'insécurité partout dans le monde. Mais partout où il y a l'insécurité, il n'y a pas que des Peuls. Partout où il y a de la violence, ce ne sont pas que des Peuls. Et au Bénin, partout où il y a du banditisme, où il y a de la violence ou de l'insécurité, ce n'est pas que des Peuls. Et même si, il faut le reconnaître, que le terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans la région septentrionale du Bénin, qui juste une bonne partie du Sahel, nous avons une situation de terrorisme et d'insécurité qui malheureusement embarque une partie des enfants de la communauté Peul, parce qu'il y a des situations aussi qui ont favorisé cela. Il y a des situations socio-communautaires, des politiques communautaires ou même nationales qui ont rendu des enfants plus vulnérables, plus facilement enrôlables dans une dynamique de contestation de violence globale. Ce n'est pas une raison pour que nous stigmatisons toute une communauté. C'est parce qu'un père a un enfant qui n'est pas sérieux que le père, la femme, les enfants, les bébés doivent payer pour cela. Nous, c'est quelque chose qui est suffisamment grave et qui compromet même la survie de toute personne qui provient de la communauté. Donc, il est même plus important, plus urgent pour nous de régler le problème de la stigmatisation que même le problème du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme ne met pas en cause l'unité nationale. Mais la stigmatisation met en danger des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. La stigmatisation remet en cause l'unité nationale. Donc nous sommes conscients que si nous ne réglons pas ce problème d'abus, de détention arbitraire, de rançonnement au prétexte de la lutte contre le terrorisme, au prétexte de renseignement contre le terrorisme, nous compromettons la vie d'une grande partie des Béninois pour régler un problème qui donc
n'est pas plus grand, plus important que celui-là. Je voudrais que tout le monde soit rassuré que le gouvernement est parfaitement conscient de son rôle qui est la solution à un problème ne doit pas être plus grave que le problème lui-même. Ne plus être victime parce qu'on est peu des rançonnements, des abus et consorts, que le droit soit le même pour tout le monde. Et deuxièmement, que le droit à la terre, à notre bien commun, soit reconnu également pour vous. Ces deux choses relèvent de la survie dont j'ai parlé. Qu'on soit éleveur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, qu'on soit artiste, qu'on soit fonctionnaire, nous avons l'obligation d'œuvrer au quotidien à améliorer les conditions de vie, d'existence de nos concitoyens. Qu'on soit Yoruba, qu'on soit Fon, qu'on soit Bariba, qu'on soit Yom, qu'on soit Peul, nous avons l'obligation de contribuer, d'œuvrer à améliorer la vie de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance socio-culturelle. Et ça vient donc, pour moi, de la hiérarchie, après notre action pour la survie et la dignité de chacun de nous. Dans ce domaine, nous avons entrepris depuis d'œuvrer à améliorer les conditions de travail de ceux qui vivent de l'élevage. Ce n'est pas tous les peuples qui vivent de l'élevage. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas quand vous parlez tout à l'heure, quelqu'un a dit la communauté des éleveurs Peul. J'ai trouvé que ce n'est pas une bonne présentation de notre situation socio-culturelle en ce qui concerne les Peuls. Tous les Peuls ne sont pas éleveurs. Même si, dans la communauté, traditionnellement, l'activité essentielle était l'élevage. Mais le monde évolue. Beaucoup sont nés d'enfants Peuls, mais ne sont pas éleveurs. Beaucoup sont nés, entretenus, payés par l'élevage. Mais après, ils sont vétérinaires, ils sont médecins, ils sont artistes, ils sont menuisiers. Il y en a. Moi, je connais des Peuls qui sont artisans. C'est parce que je suis né d'une famille d'agriculteurs que je suis moi-même forcément agriculteur. Donc, il faudrait que, dans la façon de présenter les choses, tout doucement mettre dans la tête de tous les Béninois qu'une chose est d'être Peul, une autre est d'être éleveur. Dans la société moderne. Et vous-même ne faites plus l'amalgame. Autre sujet évoqué, la formation et l'accès des jeunes à l'emploi. Ici, le chef de l'État a rappelé qu'en la matière, la politique du Bénin est désormais inclusive. Elle reste ouverte à tous, y compris les jeunes diplômés de la communauté Peul. On l'écoute. Nous avons à cœur d'œuvrer à ce que les jeunes soient de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, qu'ils aient accès à l'emploi, soit des fonctionnaires de l'État ou des salariés du secteur privé, ou à défaut d'être leurs propres salariés, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En cela, toutes les politiques ont été mises en place pour la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Tout ce que nous faisons pour offrir de plus en plus de possibilités à nos jeunes pour travailler, soit dans l'industrie, soit dans le commerce, soit dans les emplois salariés, concerne tout le monde, y compris les jeunes, les enfants Peuls. Je voudrais donc qu'il soit compris de tous que toute la politique de promotion de l'emploi au Bénin, que toute la politique de promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, toute la politique de promotion de l'art, de l'artisanat, que ce soit des chanteurs, des musiciens, des percussionnistes, tout ce que nous faisons pour que chacun, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il sait faire, trouve quelque chose à faire au Bénin et vive de ça, concerne tous les Béninois, y compris les enfants Peuls. Et ceux qui vont à l'école ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils entendent bien que la politique de l'emploi ne discrimine pas. Et je ne veux pas que vous discriminiez vous-même. Je ne veux pas dire que quand il y a un concours, qu'on va regarder pour dire d'accord, on veut davantage promouvoir la jeunesse Peul et qu'on va d'abord regarder qui sont les enfants Peul qu'on veut promouvoir d'abord avant les autres. Ça se fait, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas le mettre en place parce qu'on a perverti cette politique-là. Dans le passé, on peut être enfant de riches, ne pas être au Bénin
être au Canada et à un concours, on n'a pas composé, on réussit. Donc cette pratique-là nous a empêchés de mettre efficacement en place au Bénin la discrimination positive. On l'a fait un peu pour le genre, où quand il s'agit de la femme, on voit comment on peut un peu favoriser la femme. Mais la discrimination positive des minorités, tout à l'heure quelqu'un a dit, si on veut que la politique de sédentarisation soit efficace, si on veut que les éleveurs s'installent pour mettre leurs enfants à l'école, parce qu'aller à l'école pour une famille qui est en itinérance est difficile. Donc, la sédentarisation a l'avantage d'amener les gens et les autres à avoir accès aux soins de santé qui est à côté, avoir accès à l'école pour les enfants. Que si on veut que les éleveurs mettent leurs enfants à l'école, il faut que ceux qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, aient un travail. C'est vrai. Si les enfants des éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, s'ils trouvent facilement de l'emploi, ils seront un exemple pour les autres enfants d'éleveurs qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est vrai que si nous voulons que notre politique nationale, que tous les enfants du Bénin doivent aller à l'école, si on veut que ça marche dans le milieu des éleveurs, nous devrions favoriser un peu l'emploi des enfants d'éleveurs qui sont là à l'école. L'idéal, c'est de le faire. Et une telle politique, on peut l'assumer. On peut même décréter. Mais malheureusement, on ne peut pas proclamer ça. Mais je prends à cœur de voir comment est-ce qu'il faut que les jeunes enfants d'éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont une formation, qui ont un diplôme, comme il est bon pour le Bénin, que cela soit un bon exemple pour que les autres parents éleveurs mettent leurs enfants à l'école. Il faut que ceux-là aient plus facilement accès à l'emploi. Et ça, je voudrais vous dire combien c'est un pan de notre action au profit du développement, du bien-être de nos concitoyens. Ce serait quelque chose d'efficace si nous parvenons à faire ça. Et je voudrais vous rassurer que nous allons trouver les voies et moyens, sans remettre en cause la politique de l'égalité entre les enfants du Bénin, qu'ils soient enfants de Peul, enfants d'éleveurs, enfants de Yoruba, enfants de Bariba, ou enfants d'agriculteurs, enfants d'artisans, sans remettre ça en cause. Comment trouver les moyens donc de donner ce bon exemple à une politique nationale qui est celle de la sédentarisation de l'élevage. Lors des discussions, le président de la République a rappelé ses ambitions pour le secteur de l'élevage, un secteur clé mais qui peine à décoller malgré les actions du gouvernement pour le booster. Écoutons le chef de l'État. Ce n'est pas normal que nos bêtes produisent combien 3-4 litres de lait par jour. C'est ça, non? Combien sont à plus de 4 litres? Combien d'éleveurs produisent plus de 4 litres de lait? Alors que dans d'autres pays, on produit 10, 12, 15, 20 litres, même plus. 30 litres de lait. Et on est content de ça. Ce n'est pas normal. Quand moi je vois les bêtes maigres, on peut compter leurs côtes quand on voit les bêtes circuler. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je dis même des fois aux éleveurs, mais toi tu dis que tu aimes ton bétail, tes bœufs, tu les aimes vraiment, regarde comment ils sont maigres. Donc, mes chers amis, nous sommes capables de devenir riches avec l'élevage. Mais nulle part au monde, l'élevage itinérant n'enrichit vraiment, nulle part au monde. Ça fatigue les enfants, ça fatigue les parents. Quand on est vieux, on ne peut plus continuer. Les enfants ne vont pas à l'école, mais en plus, gagnent un peu d'argent, mais on n'est pas assez riche. Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une voiture. Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas climatiser sa maison pour dormir avec sa femme dans le climatiseur. Parce qu'on est éleveur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on doit marcher toujours les pieds avec la poussière pendant des années, toute sa vie. Pourquoi? C'était comme ça avant. Il y a 1000 ans, 2000 ans, 200 ans, où tout le monde marchait, tout le monde était rempli de poussière, tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le climatiseur. Donc on peut être éleveur et vivre aussi dans le climatiseur. De temps en temps, on prend sa voiture, on va rester en brousse pour sentir la nature, pour vivre la nature, mais après on revient encore dans ce climatiseur. Donc je voudrais que les responsables que vous êtes, les personnalités que vous êtes, vous amenez les uns les autres à dire
Ce qu'on faisait il y a 1000 ans, 2000 ans, 500 ans et qu'on sort, le monde change, tout change. Nous aussi, on va changer. Et l'État, aujourd'hui, demain et après-demain, doit aider la communauté des éleveurs, qu'ils soient éleveurs Peul ou non Peul, doit les aider à s'enrichir pour que le Bénin s'enrichisse. Le Bénin est riche du coton. Le Bénin est riche du soja. Le Bénin est riche du riz de plus en plus. Le Bénin est riche du cajou. Pourquoi le Bénin ne serait pas riche de l'élevage? Pourquoi? C'est ça aussi qui est notre intérêt à nous tous, les Rougas, les responsables que nous avons ici, pour dire que si on peut faire des activités économiques, faire du commerce pour être riche, le Bénin peut s'enrichir également de son commerce et de manière encore plus rapide que tous les autres secteurs. Plus rapide. C'est pour ça que nous allons tout faire et donner encore plus de moyens pour favoriser la production de l'alimentation de bétail et le vendre de manière encore plus soutenue. Nous avons mis en place une politique de subvention de l'aliment de bétail. Je pense qu'il faut donner plus de dimension à cela. Donc nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à ce que la production du fourrage dans les localités soit une politique plus soutenue et davantage mettre de l'eau à la disposition de nos éleveurs et du bétail. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'adjoint au maire de Malanville, que le Bénin révèle tout son potentiel humain, y compris son potentiel communautaire, que les Peuls du Bénin sont de plus en plus connus. Bientôt, les Peuls du Bénin seront très enviés par tous les autres. Je vous le disais également en titre, la loi de finances 2025 est au cœur de polémiques depuis son vote à l'Assemblée nationale. Elle fait objet de rumeurs au sein de l'opinion et même sur les réseaux sociaux. Le ministère des Finances monte au créneau et clarifie. À travers une conférence de presse, les autorités concernées ont levé toute ambiguïté. Le compte rendu avec Rodrigue Ola Babaguito et Simon Villon. 3 551 milliards de francs CFA pour l'année 2025. C'est le budget de l'État voté par le Parlement le 5 décembre dernier. Depuis lors, des rumeurs et mauvaises lectures animent l'opinion publique. À cette conférence de presse, des clarifications sont apportées avec d'abord des précisions sur les différents objectifs du budget de l'année prochaine. Le premier de ces objectifs, c'est de continuer à stimuler l'économie, à créer de la richesse. Ce budget-là prévoit, par exemple, un taux de croissance de 6,8%. Et donc, c'est aussi un budget à travers cette stimulation de l'économie qui vise à continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le budget 2025 vise un taux d'endettement légèrement supérieur à 50%, donc autour de 50% du PIB. Et le troisième objectif du budget sur lequel je vais insister, c'est de ramener ce qu'on appelle le déficit budgétaire à un niveau inférieur à 3%. De nouvelles mesures sont-elles prises dans la loi de finances de 2025? La réponse est oui, mais il n'y a pas, selon le gouvernement, d'augmentation de taux des impôts existants, encore moins de nouveaux impôts créés. Seulement, de nouvelles mesures sont prises pour la gestion des impôts et douanes. Je confirme que 2025, il n'y aura pas de nouveaux impôts ni d'augmentation des taux existants. On a décidé dans le budget 2025 de concéder une diminution des droits d'assises en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Alors ce qui se passe à ce niveau, entre 2022, 2023 et 2024, on a constaté une baisse de 17,4% des chiffres d'affaires en matière de vente de boissons et en matière de droits d'assises, nous perdons autour de 2,5 milliards. Et c'est dû à quoi? C'est dû au détournement du trafic, c'est dû au commerce illicite donc, des boissons alcoolisées. Et lorsque la douane fait les contrôles, on note que dans le pays, nous avons une importante quantité de boissons alcoolisées qui sont consommées, mais ceux qui passent par les voies officielles sont largement plus faibles. Donc sur le terrain, on va associer la mesure de politique fiscale qui a consisté à réduire le taux
mais également renforcer les contrôles douaniers au niveau de nos frontières. Il en est de même sur le tabac. Si des rumeurs font état d'une diminution de taxes sur les casinos, le directeur général des impôts présente une posture contraire. Contrairement à ce qui se dit, il n'y a eu aucune diminution des taxes sur les casinos. J'ai lu que les casinos étaient à 25% et sont devenus taxables à 15%. C'est archi faux, ce n'est pas du tout la réalité. Au lieu d'appliquer les 10% sur le produit net de jeu, nous on a utilisé 15%. Donc normalement, ça a connu une augmentation de 5% et non une diminution. Donc c'est ce qui s'est passé. Les dépenses sociales liées au budget 2025 sont aussi abordées avec un accent particulier sur les cantines scolaires et la situation des aspirants au métier d'enseignant. Agriculture, santé, foncier et transport, pratiquement tous les secteurs d'activité ont été impactés en 2024 par les projets et programmes du ministère en charge du numérique. En 2024, ce département ministériel a aussi honoré plusieurs rendez-vous pour l'émergence de l'écosystème du numérique. À l'heure du bilan, Rebecca Kenjaoundé nous propose un retour sur quelques actions phares. Plus qu'un référentiel, c'est l'élément déterminant au cœur d'un système. Le référent digital a la charge de mettre en place les solutions numériques adaptées dans une entreprise et en assure la bonne utilisation par les collaborateurs. Cette prouesse technologique est l'une des formations phares dispensées ici au sein de l'École des métiers du numérique. En 2024, cette école, une initiative du gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, a connu un franc succès avec la mise sur le marché de l'emploi de plusieurs jeunes formés dans différentes filières. Quand j'ai vu les blocs de compétences qu'il y a dans cette formation, j'ai vu que c'était vraiment une formation complète qui était un peu plus large que par rapport à d'autres formations que les gens se proposent. Si à l'école des métiers du numérique, on forme les jeunes prêts pour l'employabilité, à l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, bras opérationnel du ministère, on met en compétition les passionnés de la cybersécurité, le Hacker Lab. Ce jeune homme, du nom de Aurel Azon, est le gagnant de l'édition 2024. C'est un rêve que je nourris depuis 2018, donc déjà bien avant mon bac. Aujourd'hui, remporter le Hacker Lab, c'est comme un très grand accomplissement. Le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, CENIA, la semaine du numérique, CENOM, des rendez-vous incontournables pour l'écosystème du numérique et qui se sont tenus en 2024. Et pour maintenir cette dynamique, plusieurs acteurs du secteur privé ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Illustration avec l'initiative Africa Tech Up Tour Ishero, qui a doté plusieurs apprenants de kits Internet, la plateforme Suivio pour une meilleure géolocalisation, la plateforme Refi.bj pour la sécurité des biens immobiliers ou encore l'initiative Africa Digital Campus. Toutes ces initiatives ont permis au secteur du numérique et de la digitalisation de connaître un boom en 2024 et de permettre aux Béninois de mieux bénéficier des services de digitalisation dans différents secteurs d'activité. Tout ceci pour se rapprocher davantage de l'objectif fixé dès 2016, faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Après 4 années de prestations gratuites, la collecte des ordures par la Société de gestion des déchets et de la salubrité fera désormais objet de paiement. En attendant, l'heure est à la sensibilisation. La société va à la rencontre des élus locaux pour solliciter leur appui dans la mise en œuvre réussie de la mesure. L'étape de Porto Novo avec Calvador Aranou et Yves Patrick Loco.
Dès le 1er janvier 2025, les propriétaires de maisons sont appelés à mettre la main à la poche pour le financement des activités de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les chefs de quartier et d'arrondissement de la commune de Porto Novo sont mieux informés par les émissaires de la SGDS. À l'échelle de toutes les communes du Grand Nokoué, les tarifs varient généralement de 3 000 francs par mois jusqu'à 30 000 francs par mois, en fonction de plusieurs critères qui sont le type de service, le niveau d'urbanisation de la zone dans laquelle se trouve la maison et également le type de foncier bâti. La redevance d'enlèvement de déchets n'est pas un impôt, martèlent les responsables de la SGDS. 4 années et demie durant, l'État a assuré le travail sans contrepartie. Une facture annuelle sera adressée aux maisons ainsi qu'aux gros producteurs de déchets. Il n'y a que 2 tarifs qui concernent les habitants de Porto Novo. Les propriétaires de maisons de Porto Novo paieront soit 3 000 francs pour les maisons à habitation unique et 5 000 francs pour les maisons à habitation multiple. La société attend des chefs quartiers et d'arrondissement de Porto Novo qu'ils soient des porte-voix auprès des populations. Tout le monde a vu comment les villes sont propres. Je pense que les sécu sont déjà prêts à communiquer avec leur population. Et nous aussi, en tant que chefs d'arrondissement, on est prêts pour accompagner les chefs quartiers. Cette sensibilisation doit se faire au jour le jour. Maintenant, comme on est impliqué à ce que le gouvernement veut, on doit sensibiliser nos parents pour qu'eux aussi ils comprennent que ceux qui sont arrivés nous sensibiliser ne sont pas des gens à négliger. La SGDS prévient, il n'y aura aucun paiement en espèces. Le portail national des services publics et une solution de paiement en ligne sont prévus. L'actualité internationale nous emmène au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile son projet de rupture. Nous irons également au Mali et au Kenya. On fait le tour avec Génial Afouda Moussi Aboka. Au Sénégal, le Premier ministre dévoile son plan de rupture pour les 5 prochaines années. Ousmane Sonko a notamment annoncé qu'il entend mettre fin au principe de non-réciprocité dans la délivrance des visas. C'était à l'occasion de son discours de politique générale devant les députés. Enlèvement au Mali d'un influent chef religieux. L'incident survenu vendredi a été perpétré par des hommes armés près de la frontière mauritanienne dans une région où opèrent des groupes djihadistes. La victime Amadou Adital est le calife général de la Tidjaniya, l'un des principaux courants du soufisme en Afrique de l'Ouest, et prône dans ses prêches la non-violence. Son positionnement religieux et politique diffère de celui des tenants de la vision rigoriste et littérale de l'islam dont se réclament les groupes djihadistes au Sahel. Les habitants de Maputo commencent à manquer de nourriture, de carburant et de médicaments, alors que la capitale du Mozambique est depuis quelques jours le théâtre de violences, de pillages et de blocages. Ces incidents font suite à la confirmation contestée de la victoire du parti au pouvoir aux élections d'octobre dernier. Le président kenyan William Ruto a promis vendredi de mettre fin aux enlèvements de manifestants et autres voix critiques du pouvoir par les forces de l'ordre. Cette promesse fait suite à la dénonciation de nouveaux cas par des ONG, avocats et personnalités politiques. Les forces de sécurité de ce pays d'Afrique de l'Est sont accusées d'avoir arrêté et de détenir illégalement des dizaines de manifestants depuis les vastes rassemblements contre la politique de rigueur du gouvernement l'été dernier. Les dernières disparitions qui font les gros titres dans le pays ces derniers jours concernent principalement des jeunes hommes ayant critiqué William Ruto sur Internet. Des habitants au sud de la capitale soudanaise ont reçu cette semaine le premier convoi d'aide depuis le début de la guerre entre l'armée et les paramilitaires qui dure depuis 20 mois.
Au total, 28 camions sont arrivés à Jebel Olia, une localité située à 40 km au sud de Khartoum. Le convoi comprend 22 camions transportant de la nourriture du Programme alimentaire mondial de l'ONU, un camion de Médecins sans frontières et de CARE, ainsi que 5 camions chargés de médicaments de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le groupe local de volontaires et l'UNICEF ont déclaré que les fournitures vont aider à répondre aux besoins urgents en matière de santé et de nutrition d'environ 200 000 enfants et familles. Jebel Olia est l'une des nombreuses régions du Soudan confrontées à une famine massive après que les parties belligérantes ont coupé l'accès. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.